On pourrait croire que certaines villes restent figées dans le temps, que les façades ne bougent pas, que les boulangeries sentent toujours la même odeur, que les cafés ont les mêmes chaises en rotin. C'est faux, bien sûr. Mais, en descendant du train ce matin-là à Angers, Julien Armand a tout de même l'impression de revenir dans une photo un peu passée. Le même panneau, gare d'Angers-Saint-Lô, les mêmes quais, le même vent humide venu de la Maine. Sauf que lui, il a changé. À 41 ans, Julien est PDG de WorkNest, un réseau d'espaces de coworking qui a explosé à Paris, Lyon, Bordeaux. On parle de lui dans Les Échos, dans Challenge. On le présente comme le petit gars d'Angers qui a réussi. Costume bien coupé, manteau long, ordinateur dans un sac en cuir. Il a l'air de tous ces cadres qui rentrent au pays pour un week-end de famille. Sauf que, cette fois, il ne vient pas juste pour un week-end. « Papa, tu crois qu'il y a un Starbucks ici ?» La petite voix à côté de lui le ramène à la réalité. Emma, 9 ans, tresse de travers, baskets blanches déjà un peu sales, le regarde avec sérieux. « On est en France, ma chérie. »« Il y a mieux que Starbucks, » répond-il en souriant. « Genre une vraie boulangerie avec des chocolatines. » Elle roule des yeux. « On dit pain au chocolat, à Paris. Ici, on dit chocolatine. C'est bizarre, c'est la vie. » Elle hausse les épaules, puis retrouve son air concentré. « On va voir papy tout de suite ?» Le cœur de Julien se serre. Oui, son père a fait un AVC il y a 1 mois. Pas dramatique, disent les médecins. Modéré, disent-ils. Sauf que, par téléphone, la voix de sa sœur sonnait tout sauf modérée. On ne peut plus gérer ça tout seul, Julien, lui avait dit Camille. Entre la maison, le jardin, les papiers, mon boulot, les enfants, elle avait pris une grande inspiration. Et puis c'est ton père aussi, hein. Julien savait. Il savait aussi que, depuis qu'il était parti à 20 ans pour vivre sa vie à Paris, il était devenu celui qui revient pour Noël, pour les anniversaires, pour les grandes occasions. Jamais celui qui est là au quotidien. Alors, quand l'AVC est arrivé, quand son père s'est retrouvé à la clinique, puis en rééducation, il a compris que c'était le moment de faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Revenir, au moins pour un temps. Et ce n'est pas la seule raison. Dans son ordinateur, un dossier porte le nom « Projet Angers, usine Armand WorkNest ». L'ancienne usine familiale, fermée il y a 10 ans, dort toujours à l'entrée de la ville. Une friche industrielle énorme, pleine de souvenirs. Son père en parle avec un mélange de fierté et de honte. Fierté de ce qu'il a bâti, honte de n'avoir pas su l'empêcher de s'effondrer. Julien, lui, y voit autre chose, un symbole qu'il pourrait transformer. Un lieu pour créer un espace de coworking, des ateliers, des salles ouvertes aux entrepreneurs locaux, aux associations, aux étudiants. C'est ce projet-là qu'il a présenté à son conseil d'administration. C'est pour ça qu'on a titré dans la presse. Le PDG de WorkNest revient dans sa ville natale pour y ouvrir un campus collaboratif. Sur le papier, tout est aligné. Le business, la communication, la famille. Dans le cœur de Julien, c'est un peu plus fouillis. « Tu penses qu'il se souvient de moi, papy ?» demande Emma en serrant sa main. « Bien sûr. Même après. Le truc dans sa tête, l'AVC, oui. Il hésite. Il a un peu de mal à parler, parfois. Comme quand j'avais mon appareil dentaire. Un peu. » Elle hoche la tête. « Alors je parlerai pour 2. » Un sourire lui échappe. Elle a raison. Après un passage à la clinique, l'odeur de désinfectant, la blouse bleue, les phrases à moitié mâchées par son père, les yeux très éveillés malgré tout. Julien prend un moment pour lui. « Va à la maison. Je m'occupe de tout ici, » lui dit Camille. « Tu es sûr ?»« Oui. » Elle sourit à Emma. « Et toi, tu viens m'aider à choisir un nouveau pyjama pour papy ? Avec des dinosaures, on va voir s'ils en font à sa taille. » Julien les laisse, un peu sonnés. Au lieu de rentrer directement à la maison familiale, il se retrouve à marcher sans réfléchir, les mains dans les poches, à travers le centre-ville. Les pavés de la rue Lenepveu, la place du Ralliement,
le tram qui n'existait pas quand il était ado. Et puis, au détour d'une petite rue, il la voit. Pas elle, pas encore. L'enseigne, le fil des pages, café-librairie, une vitrine pleine de livres, de carnets, de guirlandes lumineuses. Dans un coin, un tableau noir indique à la craie « Aujourd'hui, soupe du jour plus tarte salée maison, lecture pour enfants à 16 heures. » Une bouffée de chaleur le traverse. Pas à cause de la soupe, parce qu'il se souvient, à 10 à 7 ans, il passait des heures dans une librairie un peu semblable, plus sombre, plus poussiéreuse. Avec elle, Clara Martin. La fille aux cheveux châtains toujours attachée n'importe comment, le nez dans un livre, le rire qui partait en éclats. Ils s'étaient rencontrés au lycée. Ils avaient rêvé de partir ensemble à Paris. Et puis, un jour, tout s'était cassé. Une dispute violente, des mots qu'il regrette encore, une porte claquée. Le lendemain, il montait dans un train pour Paris. Elle, il ne l'a jamais revue. Il a essayé, au début. Il a envoyé des messages, des mails, sans réponse. Sa fierté blessée a pris le relais. Puisqu'elle ne veut plus me parler, tant pis. Les années ont passé. Julien a fait sa vie. Études, boulot en conseil, start-up, succès, mariage, divorce, naissance d'Emma. Clara est devenue un souvenir. Parfois, un soir d'insomnie, son visage surgissait, mais il le repoussait, comme on repousse une vieille douleur. Alors, voir ce café-librairie, là, dans sa ville, réveille quelque chose de très enfoui. Curiosité, nostalgie, un peu de peur. Il s'avance, pousse la porte, une petite clochette teinte. Il entre, l'odeur le frappe. Café, papier, soupe qui mijote, un peu de cannelle. Des livres partout, des tables en bois, une banquette le long du mur, des enfants qui coloriaient sur une table basse. « Bonjour !» La voix vient du comptoir. Julien tourne la tête. Et là, le temps fait un pas de côté. Elle est là. Plus exactement, une femme qui ressemble terriblement à la Clara de ses souvenirs. Les cheveux un peu plus courts, quelques mèches argentées près des oreilles, des petites rides au coin des yeux. Mais le même regard, un marron chaud, qui fixe, qui sourit, qui enveloppe. Elle le regarde. Il la regarde. Une seconde. Personne ne bouge. Julien, sa voix est un souffle. Il se sent revenir 25 ans en arrière. Clara, le café continue de vivre autour d'eux. Une machine expresso souffle. Un enfant rit. Quelqu'un tourne une page. Mais dans cette bulle-là, tout se fige. Elle contourne le comptoir, s'avance. Elle rit, un peu nerveuse. Je croyais que j'hallucinais, en lisant l'article sur toi, il y a quelques semaines. Elle imite une voix de radio, le PDG angevin qui revient investir dans sa ville natale. Il grimace. Ce n'est pas moi qui écris les titres. Je l'espère, oui. Un sourire passe entre eux. Je t'ai vu. Il y a 5 minutes, derrière la vitre, a voûté il. Et tu es quand même entré. J'ai failli repartir, pour être honnête. Ça m'aurait évité un choc, répond-elle. Ses yeux brillent. Mais je crois que je t'en aurais voulu. Encore. Le mot tombe, lourd de tout ce qui n'a jamais été dit. Julien avale difficilement. Tu vas bien ?» demande Théil, parce qu'il ne sait pas par où commencer. Je tiens debout, on va dire. Elle essuie ses mains sur son tablier. Et toi, monsieur le PDG ? Il hésite. Je suis fatigué. La sincérité de sa réponse la surprend. Ça, c'est nouveau, commente-t-elle. Avant, tu répondais toujours. Ça va super, j'ai 1000 projets. J'ai toujours 1000 projets, murmure-t-il. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas ça qui dit comment je vais. Un silence un peu gêné s'installe. Tu veux un café ? propose-t-elle. Oui, assieds-toi. Elle désigne une table près de la fenêtre. Il s'y installe, le cœur battant. Il la regarde bouger derrière le comptoir. Son corps a changé, un peu plus de rondeur, une manière plus assurée de se déplacer. Mais il reconnaît des gestes. La façon de se mordre la lèvre en versant le lait.
la façon de tordre un torchon en réfléchissant. Sur le mur derrière elle, des photos, des soirées lecture, des enfants déguisés, des groupes d'adultes qui rient. Sur l'une d'elles, il la voit avec un petit garçon aux cheveux bruns, de 7 à 8 ans, qui lui ressemble un peu. Un choc lui traverse la poitrine. Elle a un enfant. Bien sûr qu'elle a un enfant. Idiot. Elle a 40 ans. Elle ramène 2 tasses. S'assoit en face de lui. « Alors, dit-elle en soufflant sur son café, tu reviens en grande pompe. »« Ça dépend pour qui, répond-il en haussant une épaule. »« Pour ma mère, oui. Elle m'a envoyé l'article en me disant « Tu vois, certains n'oublient pas d'où ils viennent. » Un petit sourire triste lui échappe. Sous-titre « Et toi, tu reviens seulement pour Noël. » Clara sourit. Elle n'a pas changé, ta mère. Mon père, si. Il se renfrogne un peu. Il a fait un AVC. Je sais. Elle pose doucement sa main sur la table, sans le toucher mais pas loin. Ma mère lit le courrier de l'Ouest tous les jours, précise-t-elle. Elle m'a lu l'article sur lui, sur toi. Elle le regarde, et soudain plus douce. Je suis désolée pour ton père. Merci. Il joue avec la anse de sa tasse. Et toi? Et moi quoi? Tu. Il cherche une façon neutre de poser la question. Tu vis ici? Visiblement. Elle fait un geste vers le café. J'habite au-dessus, avec mon fils. Voilà. Le mot est dit. Ton fils? Louis. Elle jette un œil vers l'arrière-salle. Il est à l'école, là. Il hoche la tête. Et il hésite. Elle le devine. Son père est parti quand il avait 2 ans, dit-elle simplement. Il a refait sa vie à Nantes. Une ombre passe dans ses yeux. Je ne vais pas te raconter tout ça maintenant, hein. Je n'ai pas de train à prendre, répond-il. C'est nouveau aussi, ça. Elle boit une gorgée de café. Tu es revenu pour combien de temps? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je dois m'occuper de mon père, de la maison, de l'usine. Il la regarde. Et du projet, Worknest, ici. Ses yeux se plissent. Le projet dont tout le monde parle? Tout le monde qui a plus de 50 ans et qui a travaillé à l'usine Armand, précise TL. Tu sais, ce bâtiment, ce n'est pas que du béton, c'est un symbole. Il soupire. Justement, je ne veux pas en faire un centre commercial ou des lofts de luxe. Il s'anime, comme toujours quand il parle de son travail. Je veux en faire un lieu ouvert, des bureaux partagés, des salles pour les étudiants, des ateliers pour les artisans. Il la voit sourire en coin. « Quoi? Tu es toujours pareil, dit-elle, mi-tendre, mi-ironique. Quand tu parles de tes idées, tes yeux brillent. » Il se tait. La remarque le touche plus qu'il ne veut l'admettre. « Tu vas venir aux réunions publiques, alors ?» demande-t-il. « Je n'ai pas que ça à faire. »« Tu devrais, » insiste-t-il. « Je veux que des gens comme toi soient dans la boucle dès le début. Des gens comme moi, des gens qui font vivre la ville, les commerces, pas juste ceux qui signent les chèques. » Elle le regarde, étonnée. « Tu parles comme un élu. On me l'a déjà dit. » Il la fixe une seconde. « Tu viendras ?» Elle hésite. « On verra. » Il sait que, dans sa bouche, « on verra » veut dire « j'ai peur, mais je n'ai pas complètement fermé la porte. Je peux t'emmener quelqu'un à la lecture pour enfants à 16 heures ?» lance-t-il soudain. « Qui ? » ?»« Ma fille. »« Tu as une fille ?»« Emma. 9 ans. » Il montre une photo sur son téléphone. Emma, cheveux blonds attachés à moitié, sourire franc. « Elle est belle, » dit Clara doucement, « et très bavarde. Elle ira bien avec Louis. Alors, elle relève la tête. « Amène-la. Tu seras là ? » ?»« Oui. »« Alors, on se revoit. »« On dirait que oui, » répond-elle, un peu troublée. Julien sort du café une demi-heure plus tard, le cœur en vrac. Il vient de revoir l'amour de ses 10 à 7 ans. Elle a un fils, un café-librairie, une vie ici. Lui, il a une fillette, une entreprise, un projet d'aménagement urbain. Ils sont 2 adultes qui se tiennent droit après des chutes. Et pourtant, au fond de lui, il sent quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. L'amour oublié. Celui qu'il avait planqué sous des couches de travail, de compromis, de rationalité. Il n'a aucune idée de ce que ça veut dire.
Mais il sait déjà que ce retour ne sera pas seulement une histoire de friche industrielle transformée. À 16 heures, la clochette du « fil des pages » tinte à nouveau. « On est à l'heure », annonce Emma en entrant, un livre serré contre elle. « Toujours », répond Julien. Le café s'est transformé en terrain de jeu. Des coussins par terre, un tapis, une douzaine d'enfants assis en tailleur, quelques parents au fond avec des tasses de thé. Clara, assise sur une chaise, tient un album illustré. À côté d'elle, un petit garçon à lunettes, les cheveux bruns qui tombent dans ses yeux. « C'est Louis », murmure Julien à Emma. « C'est le fils de la dame ?» « Oui. » Emma l'observe, intriguée. Clara lève la tête, lui sourit. « Installe-toi », dit-elle à la fillette. On commence. Emma se laisse tomber sur un coussin près de Louis. « Salut », chuchote-t-elle. « Salut. Tu viens souvent ici ?»« Tout le temps. C'est chez moi. »« T'as de la chance. »« Pourquoi ?»« Chez moi, y a pas de livres comme ça partout. Tu peux venir plus souvent, » propose-t-il, comme si c'était évident. Clara ouvre le livre. « Il était une fois », sa voix se déploie dans la pièce, chaude, posée. Julien, au fond, la regarde. Il se souvient de ces soirs d'été, où elle lisait déjà à voix haute, assise dans l'herbe derrière le gymnase. Il se souvient de la façon dont elle s'emportait pour un personnage, dont elle défendait les héroïnes mal comprises. Emma rit au bon moment. Louis corrige Clara quand elle change un mot. « Maman, tu as oublié un trait. »« Je crois que l'histoire survivra, » répond-elle. Les parents sourient. Après la lecture, les enfants dessinent. Les parents commandent des gâteaux. « Elle est trop bonne, cette tarte, » dit Emma la bouche pleine. « C'est ma mère qui l'a faite, » répond Louis avec fierté. « Mon père, il sait juste faire des pâtes, » avoue Emma. « Ce n'est pas vrai, » proteste Julien. « Je fais aussi très bien le riz. » Tout le monde rit. Clara vient prendre des assiettes vides. « Alors ?» demande-t-elle à Emma. « C'était trop bien. Tu reviendras ?»« Oui. » Emma se tourne vers son père. « On pourra ?» Julien la regarde. « Si Clara est d'accord. »« Je suis d'accord, » répond celle-ci, un peu surprise d'entendre son propre prénom dans sa bouche à lui. Les journées s'enchaînent, rythmées par la clinique, les rendez-vous avec la mairie pour le projet WorkNest, les après-midi au café. Peu à peu, leur vie se croise de plus en plus. Un samedi matin, Julien arrive au café avec des plans sous le bras. « Tu as 2 minutes ?» Clara hausse un sourcil. « Il est 11 heures un samedi. J'ai 2 mains, 3 tables à servir et un gâteau au four. Donc, 45 secondes, estime-t-il. Allez, assieds-toi. » Elle pose 2 cafés sur une petite table, s'y laisse tomber à califourchon sur une chaise. « Qu'est-ce que tu veux me vendre ?»« Rien. » Il déroule les plans. « Je voulais te montrer ça. » Elle se penche. Des dessins, des esquisses, en couleur de l'ancienne usine Armand réaménagée. Des grandes fenêtres, des arbres, des tables, des ateliers. « Ça fait moins peur que ce que j'imaginais, » murmure-t-elle. « C'est déjà ça. »« Tu comptes faire quoi exactement ?»« Un mix, » répond-il. Il pointe les zones sur le plan. Ici, des bureaux partagés, pour des indépendants, des petites entreprises. Là, des salles de réunion que les associations pourront louer à prix doux. Et là, un espace événementiel, pour des conférences, des concerts. Clara fronce les sourcils. Et les gens comme moi, dans ton histoire, comment ça? Les petits commerces. Tu vas créer une sorte de ville dans la ville, là. Si tout le monde se retrouve dans ton campus, les rues autour vont se vider. Il se tait. Il n'y avait pas pensé ainsi. Je ne veux pas que mon café devienne un musée, ajoute-t-elle, plus douce. Les gens passent, regardent, et vont se poser dans ton espace branché avec Wi-Fi ultra rapide et smoothies à 7 €. Julien se cale au fond de sa chaise. Je n'ai pas du tout prévu de smoothie à 7 €, proteste-t-il. C'est une image. Il la regarde. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Je ne veux pas faire un truc hors sol. Je veux qu'on réfléchisse avec ceux qui sont déjà là. Elle le fixe, étonnée. Tu es sincère? Oui. Ce n'est pas juste un discours pour les journalistes. Clara, si je voulais faire du greenwashing de quartier,
Je ne t'emmènerai pas voir les plans en douce un samedi à 11 heures, avec de la farine sur ton tablier. Elle éclate de rire. Je dois avoir une tête, tu es magnifique. Lâcheté-il sans réfléchir. Elle se fige. Le silence tombe une seconde. Tu dis encore ce genre de choses sans prévenir, toi, murmure-t-elle. Excuse-moi. Non. Elle sourit, un peu triste. C'est juste que je ne suis plus la fille qui rougit derrière ses bouquins. Et moi, je ne suis plus le gars qui promet des choses pour l'été prochain. Un regard passe entre eux, chargé de souvenirs. Pourquoi tu es parti comme ça, Julien? Lâcheté-elle tout à coup. La question flotte. Il aurait dû s'y attendre. On avait 10 à 7 ans, poursuit-elle. Le regard fixé sur les plans. On parlait de partir ensemble. Et puis, du jour au lendemain, tu t'es mis à parler de Paris tout seul, d'école de commerce, de stage, d'avenir. Elle avale difficilement. Et un matin, tu étais dans le train. Il ferme les yeux une seconde. Les mots lui reviennent comme des claques. Il se revoit, sur le quai, avec son sac à dos, leur dispute de la veille encore brûlante. Il se revoit lui dire « Tu ne comprendras jamais ce que je veux. Tu veux rester ici toute ta vie, moi pas. En m'exum, en bibasum. J'ai été lâche, dit-il simplement. Je ne voulais pas choisir entre toi et ce que je voulais faire. Alors j'ai fait semblant que tu n'existais plus. » Clara claque la langue contre son palais. « Au moins, tu ne te racontes pas d'histoire. J'ai essayé de t'appeler, se défend-il. 2 fois, Julien. 2. Il baisse la tête. Je me suis dit que, si tu ne répondais pas, c'est que tu ne voulais plus de moi. Tu aurais pu descendre du train. J'aurais pu, oui. Il se regarde, adulte, au-dessus d'une fracture adolescente jamais réparée. Peut-être qu'on n'aurait pas tenu. De toute façon, conclut-elle. Peut-être qu'on se serait séparés à Paris, pour d'autres raisons. Elle soupire. Mais on n'a jamais eu la chance de le savoir. Un client l'appelle au comptoir. « J'arrive !» Elle se lève, emporte les tasses. « On n'en a pas fini », dit-elle en s'éloignant. Ni avec l'usine, ni avec le reste. Julien la regarde se fondre dans la foule du café. Non, ils n'en ont pas fini. Peu à peu, les enfants servent de pont. Emma et Louis se retrouvent aux lectures du mercredi, puis demandent à se voir en dehors. On misait. On peut aller au parc ensemble? On fait un gâteau chez toi? Un dimanche, Julien monte l'escalier au-dessus du café pour la première fois. L'appartement de Clara est petit, mais chaleureux. Des livres partout, évidemment. Des dessins d'enfants aimantés sur le frigo. Une plante qui semble survivre par miracle sur le rebord de la fenêtre. « Voilà mon palais », plaisante-t-elle, elle en lui montrant la pièce à vivre. « C'est plus accueillant qu'un boardroom », répond-il. « Un quoi ? Une salle de conseil d'administration. Je préfère ma salle de conseil à moi. » Elle désigne la table du salon. « Ici, on décide si on mange des pâtes ou du riz, si on regarde un dessin animé ou on lit une BD. Et qui gagne au Uno, ajoute Louis. Spoiler, c'est toujours lui, murmure Emma. Il rit. Julien la regarde évoluer dans son univers. Clara s'excuse de la poussière, du canapé un peu usé. Il ne voit que la lumière qui entre dans ses cheveux, la façon dont elle pose une main sur l'épaule de son fils en passant. Chez lui, à la maison familiale, c'est plus grand, plus rangé, mais moins vivant. Un soir, après avoir déposé Emma chez sa sœur, Julien retourne au café. La salle est presque vide. Tu fermes? Dans un quart d'heure. Elle essuie des tasses. Tu veux un dernier chocolat? Seulement si tu en prends un aussi. Ils s'installent au bar, tasse fumante devant eux. Ça te fait quoi d'être revenu? Demande-t-elle. Il réfléchit. Ça dépend du moment. À la clinique, j'ai l'impression d'être un petit garçon. Dans les réunions avec la mairie, je redeviens monsieur Armand de Worknest. Et ici, il hésite. Ici, j'ai l'impression d'être entre les deux. Julien de 10 à 7 ans et celui de 40. Elle sourit doucement. Tu es moins sûr de toi, observe-t-elle. C'est une critique? Non. Elle le regarde. Je crois que je préfère cette version-là. Il boit une gorgée, se brûle presque. Et toi? Moi quoi? Ça te fait quoi de me revoir? Elle soupire. « Tu veux vraiment savoir ?»« Oui. »
J'ai envie de te mettre une claque une fois sur deux, avoue-t-elle, et de te serrer dans mes bras l'autre fois. Il rit, nerveux. C'est honnête. Tu as dit que tu voulais la vérité. Je la voulais, oui. Elle pose sa tasse. Je ne suis pas prête à... Elle hésite. À replonger. Julien, je ne te demande pas ça. L'amour, ça m'a déjà coûté cher, continue-t-elle. Le père de Louis m'a laissée enceinte, sans un euro, sans un mot. Son regard se voile. J'ai reconstruit une vie ici, avec le café, les clients, ma mère, les copines. Je ne suis pas sûr de pouvoir laisser entrer quelqu'un qui pourrait tout chambouler. Il acquiesce. Je comprends. Tu es PDG, Julien. Tu peux décider en une réunion de déplacer des millions, de fermer un site, d'en ouvrir un autre. Elle le fixe. Moi, si je perds 3 clients, je commence à compter les tickets resto dans mon portefeuille. Le décalage lui saute en pleine figure. Encore une fois, je ne veux pas être un projet dans ta vie, murmure-t-elle. Je ne veux pas être ton retour aux sources qui fait bien dans les interviews. Le PDG qui retrouve son amour de jeunesse dans un petit café angevin. Elle ricane. Ça ferait un super titre, remarque-t-elle. Tu n'es pas drôle. Si. Il se penche un peu. Je ne viens pas ici pour les interviews, Clara. Je viens parce que les mots se bousculent, parce que je ne t'ai jamais vraiment oublié. Elle ferme les yeux. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Un silence tendu s'installe. Elle finit par dire « On n'a plus 10 à 7 ans. » Non. Alors on va faire les choses autrement. Comment? On va prendre notre temps. Elle le regarde. Tu peux gérer ça, monsieur Worknest? Il sourit, touché. Je peux essayer. Et on commence par être... Elle cherche le mot. Ami, propose-t-il. C'est un bon début. Elle lève sa tasse. À l'amitié. Il cogne la sienne contre la sienne. À l'amitié et aux friches industrielles à rénover. Elle rit. Et aux lectures pour enfants, ajoute-t-elle. Ils boivent ensemble, conscients tous les deux que ce qu'ils appellent amitié n'est peu être qu'un pont vers autre chose. Mais, pour l'instant, c'est assez. Comme toujours, c'est le dehors qui se charge de compliquer les choses. Le projet Worknest avance. Réunion avec la mairie, présentation aux riverains, plans affinés. Julien fait tout pour intégrer les remarques. Il insiste sur la dimension locale, sur les tarifs adaptés, sur les partenariats avec les associations. Au fond de la salle, lors des réunions publiques, Clara écoute, parfois sceptique, parfois rassurée. Un soir, cependant, tout bascule. Dans la petite salle des fêtes où se tient la 3e réunion, la tension est palpable. Une trentaine d'habitants sont là, des anciens de l'usine, des commerçants, des curieux. Julien présente une slide sur la dynamique commerciale autour du site. Nous travaillons avec un cabinet spécialisé, explique-t-il. L'idée est d'attirer des enseignes qui compléteront l'offre existante en centre-ville. Une main se lève. Quelles enseignes? Demande un homme au fond. Des cafés, des commerces de bouche, peut être une chaîne de restauration légère. Julien n'a pas le temps de finir. On a reçu ça, nous, intervient une voix à côté de Clara. Tous les regards se tournent vers Madame Fournier, qui tient le magasin de jouets à 2 rues du Fil des Pages. Elle brandit un papier, une lettre d'un cabinet qui propose de racheter nos murs. Elle lit. Dans le cadre de la requalification du quartier Armand, nous accompagnons plusieurs investisseurs souhaitant implanter de nouveaux commerces. Elle relève la tête. Et vous êtes cité dedans, monsieur Armand. Un murmure parcourt la salle. Julien blêmit. Il ne savait pas. Il prend le papier, le lit en vitesse. Le logo du cabinet de conseil avec lequel il travaille apparaît en bas. Ce document ne vient pas de moi, dit-il, un peu trop vite, mais de vos prestataires, réplique quelqu'un. Vous voulez nettoyer le quartier, c'est ça? Faire venir des chaînes, faire disparaître les petits commerces? Les voix montent. On a déjà vu ça ailleurs. Ça commence comme ça, et après, tout le monde est dehors. Julien essaie de répondre, de calmer. Ce n'est pas le projet, je vous assure. Alors pourquoi votre nom est là? Lance Madame Fournier. Parce que certains se servent de mon nom pour vendre des choses que je n'ai pas validées, répond-il,
honnête, mais la confiance est déjà ébranlée. Clara se lève. « Est-ce que le fil des pages est concerné ?» demande-t-elle. Sa voix est claire, mais Julien entend le tremblement dessous. « Est-ce qu'on a prévu de racheter cet immeuble ?» Il ouvre la bouche, la referme. Il n'en sait rien. Une sueur froide lui coule dans le dos. « Je vais me renseigner, promet-il. Je ne laisserai pas quiconque. Tu ne sais pas, tranche-t elle. C'est ça le problème. Son « tu » claque comme une gifle. Tu parles d'ancrage local, de ne pas oublier d'où tu viens, mais tu ne sais même pas ce que font tes propres partenaires dans les rues autour de ton projet. La salle retient son souffle. Julien encaisse. « Clara, je te jure que je ne veux pas que ton café disparaisse, dit-il. Tu as déjà fait disparaître assez de choses comme ça, répond-elle, la voix plus basse. Cette fois, il entend la couche en dessous. Ce n'est plus seulement du café qu'elle parle. Je vais clarifier, insiste-t-il. Je t'appellerai demain. Ne prends pas cette voix avec moi, coupe-t-elle. Ce n'est pas un dossier. Julien, c'est ma vie. Elle se rassoit, crispée. La réunion se termine dans la confusion. Certains habitants sortent en marmonnant. D'autres restent discutés par petits groupes. Julien, lui, reste planté devant la salle, le papier toujours à la main. « Beau meeting », commente une voix derrière lui. C'est Maître Lenoir, son avocat. « Tu aurais pu me dire que ce cabinet envoyait ce genre de courrier », gronde Julien. « Je ne le savais pas », répond l'avocat, surpris. « Je vais leur passer un savon. »« Fais plus que ça », murmure Julien. Il regarde le papier. Ils sont en train de flinguer tout ce que j'essaie de construire ici. Il pense à Clara, aux yeux blessés. Il se sent soudain écrasé, entre deux mondes. Celui des décisions rapides, des partenaires, des leviers de croissance qu'il maîtrise, et celui des trottoirs, des vitrines, des cafés, des vies qu'il redécouvre. Le lendemain, il passe une matinée en appel. Il convoque le cabinet en question, les menaces de rompre le contrat. « Vous ne mentionnez plus mon projet dans aucun courrier sans validation », ordonne-t-il. « Vous annulez immédiatement toutes les démarches de rachat de murs dans le quartier. Et vous envoyez un courrier d'excuses aux commerçants que vous avez contactés. » Il a la voix de celui qui a l'habitude d'être obéi. Ça marche. Mais quelque chose reste coincé dans sa gorge. Il a beau éteindre l'incendie, il sait que la fumée reste. Il enfile son manteau, prend ses clés de voiture. « Tu vas où ?» demande Emma. « Au café. »« Je peux venir ?»« Pas cette fois, ma puce. »« Pourquoi ?»« Parce que je dois parler avec Clara. » Elle le regarde avec ses yeux trop observateurs. « Tu as fait une bêtise ?»« Un peu. Tu t'excuseras ?»« Oui. »« Alors ça va aller, » conclut-elle, comme si c'était simple. Il sourit tristement. « J'espère. » Quand il entre au fil des pages, il comprend tout de suite que ça ne va pas aller si facilement. L'atmosphère est plus tendue que d'habitude. Clara sert des cafés, avec des gestes un peu trop secs. Quelques clients chuchotent en le voyant. Il s'approche du comptoir. « On peut parler ?»« Je travaille, » dit-elle sans lever les yeux. « Après ?»« Je travaille après aussi. » Clara. Elle finit par le regarder. « Tu as la conscience tranquille, toi ?»« Non. C'est déjà ça. » Il pose les mains sur le comptoir. « Le cabinet a agi sans mon accord. Ça, c'est la version officielle pour calmer tout le monde. C'est la vérité. Et la vérité, c'est aussi que tu as assez de pouvoir pour qu'il n'ait même pas l'idée de faire ça sans prévention, réplique-t-elle. Tu es le PDG, Julien. Pas un stagiaire qui n'a rien vu passer. Il encaisse. J'ai arrêté toutes leurs démarches, dit-il. Ils vont envoyer un courrier à chaque commerçant. Et pour moi ? Demande-t-elle. Tu veux un courrier aussi ? Non. Ses yeux brillent. Je veux savoir si mon café peut continuer d'exister sans craindre qu'un jour, je reçoive une lettre recommandée qui m'annonce que le propriétaire vend à des gens qui paieront plus cher que moi. Il prend une grande inspiration. Qui est ton propriétaire ? Une vieille tante d'un ancien collègue de mon père, répond-elle. Elle habite en Bretagne. Elle ne vient jamais ici. Elle est très gentille. Mais l'argent, ça reste l'argent. Si on lui propose 2 fois plus que mon loyer actuel, tu crois qu'elle hésitera longtemps ? Julien sait que non. Il réfléchit. Vite. Ses réflexes de dealmaker se réveillent.
Je peux racheter les murs, propose Théil. Tu vois, elle s'emporte. C'est exactement ça. Tu veux tout acheter, tout contrôler. Même les murs au-dessus de ma tête. Tu ne seras plus à la merci d'un propriétaire, insiste Théil. Tu seras tranquille. Tranquille? Elle rit, sans joie. Je serai ta locataire. Tu pourras dire que tu ne dépends de personne tant que tu voudras. La réalité, ce sera que ton ex de 10 à 7 ans pourra décider de ton loyer, de ton bail, de ta vie. Il se tait. Elle vise juste. Je n'ai pas envie d'être ton projet, répète elle, ni ton geste de bonne conscience. Le silence entre eux est dur, cette fois. Qu'est-ce que tu veux alors? Demande Théil enfin. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas tout réparer avec des chèques, répond-elle. Elle s'appuie contre la machine à café. Tu ne peux pas réparer le gamin de 10 à 7 ans qui a regardé partir son père à l'usine en sachant que la boîte allait fermer avec un campus collaboratif. Tu ne peux pas réparer la jeune fille que tu as laissée ici, seule avec ses rêves, avec un bail avantageux. Tu ne peux pas t'offrir le droit de jouer au héros parce que tu reviens avec des slides et des beaux discours. Chaque phrase est un coup de poing. Ce que je peux faire, c'est changer ce que je fais maintenant, dit-il d'une voix plus basse, pas le passé. Elle le fixe, un peu désarçonné par sa douceur. Alors fais-le. Montre-moi que tu es capable de renoncer à quelque chose pour nous. Le mot lui échappe. Pour nous. Elle le rattrape. Pour la ville, je veux dire, pour ceux qui vivent ici. Pour ceux qui ne sont pas sur des affiches. Un client pousse la porte. La clochette tinte. Bonjour. Clara se redresse. Bonjour. Je suis à vous tout de suite. Elle se tourne vers Julien. Je n'ai plus le temps, là. Je te laisse réfléchir, dit-il. Non. Elle le désarme. C'est à toi de réfléchir, cette fois. Il sort, la gorge serrée. Pour la première fois depuis longtemps, il se demande s'il n'est pas en train de tout foirer. Pas seulement son projet. Ce retour qu'il voulait porteur d'espoir, de reconnexion, est en train de raviver toutes les blessures. Il passe devant l'ancienne usine. Les carreaux cassés, les graffitis, l'herbe haute. Tout à coup, il voit ce que Clara lui disait. Pour lui, cette usine est une opportunité. Pour beaucoup, c'est un cimetière de vie professionnelle. Une question s'impose à lui, brutalement. Est-ce que je suis prêt à perdre un peu pour que ce projet ne soit pas un rouleau compresseur? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? La réponse ne vient pas tout de suite. Mais il sent que tant qu'il ne l'aura pas trouvée, il n'arrivera pas à la regarder elle en face. Les jours suivants, Julien disparaît du café. Clara fait mine de ne pas le remarquer. Elle s'occupe de la clinique, des clients, de Louis, des commandes de livres. Mais chaque fois que la clochette tinte, son cœur fait un petit bond, avant de se calmer, en voyant que ce n'est pas lui. Elle se sent coupable d'avoir été si dure, et en même temps, soulagée d'avoir dit ce qu'elle avait sur le cœur depuis longtemps. Un soir, Louis l'observe en rangeant ses crayons. « Tu es en colère, maman ?»« Non. »« Si. » Il la fixe. « C'est à cause du monsieur qui vient avec Emma ?»« Le monsieur qui vient avec Emma s'appelle Julien, » corrige-t-elle. « Tu l'aimes bien ?» Elle s'étrangle avec son verre d'eau. « Tu poses beaucoup de questions, toi. »« C'est important, » dit-il. « Pour les histoires. » « Quelles histoires ?»« Les histoires où les gens se retrouvent. » Elle sourit malgré elle. « Tu lis trop de livres. C'est toi qui les achètes, » rétorque-t-il. Le lendemain, c'est Emma qui interroge son père. « On ne va plus au café de Clara ?»« Si, bientôt. »« Tu es fâché avec elle ?»« Un peu. »« Tu t'es excusé ?»« Je réfléchis à comment le faire. »« Tu réfléchis trop, » conclut Emma. « Nous, à l'école, on doit s'excuser dans les 5 minutes, sinon après on n'a plus envie. » Il rit. Je prends note. Mais ce n'est pas si simple. Pendant une semaine, il tourne et retourne le problème. Il discute avec le maire, avec son conseil, avec ses équipes. On ne peut pas sacrifier la rentabilité, lui rappelle une associée. On a déjà engagé des fonds, des partenaires, on peut revoir le projet, insiste Théil. Moins de surface commerciale, plus d'espace associatif. On peut renoncer à certains baux. Il propose, négocie, cède sur des marges.
Un matin, il se retrouve de nouveau devant l'usine, avec le maire et quelques adjoints. « Vous êtes sûr de vous ?» demande le maire. « Oui. Renoncer au partenariat avec cette grande chaîne de restauration, c'est beaucoup d'argent en moins. Je sais. » Julien regarde le bâtiment. « Mais si c'est pour qu'on devienne une zone copier-coller de n'importe quelle ville moyenne, je ne vois pas l'intérêt. » Il respire profondément. « Et si mon retour ici doit signifier écraser ceux qui tiennent encore, je préfère arrêter maintenant. » Le maire hoche la tête, pensif. « Vous savez, votre père, quoi mon père, il disait toujours que l'usine ne devait pas juste faire vivre sa famille, mais la ville. » Julien reste silencieux un moment. « J'aimerais réussir là où il a échoué, » murmure-t-il, pas seulement en chiffres. Cette phrase reste avec lui quand, le samedi suivant, il pousse encore une fois la porte du « fil des pages ». Le café est à moitié plein. Clara est derrière le comptoir. Elle lève la tête, le voit, se fige une seconde. « Bonjour, bonjour !» La clochette tinte encore. Emma et Louis arrivent en courant par derrière. « Papa. »« Julien, tu es revenu, » dit Emma, comme si ça faisait des années. « Oui. » Il pose une main sur son épaule. « Vous pouvez aller vous asseoir, les enfants ? On veut un chocolat, » réclame Louis. « Et une part de gâteau poire-chocolat, » ajoute Emma. « On verra, » répond Clara. « Installez-vous là, bas. » Ils obéissent, s'installent à leur table habituelle, sortent des cartes et des feutres. Julien s'approche du comptoir. « On peut parler ? Je travaille. Tu t'es, elle encore. J'ai vu. La dernière fois que tu as essayé cette phrase, ça a marché moyen, dit-il avec un léger sourire. Elle pince les lèvres, mais ses yeux se radoucissent un peu. 5 minutes. Je prends. Elle sert 2 cafés, pose un panneau, de retour, sur le comptoir, puis l'entraîne dans le petit coin lecture, désert pour le moment. « Quoi ?» demande-t-elle, croisant les bras. « J'ai renoncé au partenariat avec la chaîne de sandwich, » commence-t-il. « Pardon ? Pour le campus. » Il parle doucement, mais clairement. « On va réduire la partie commerce dans l'usine. On va concentrer le projet sur les bureaux, les ateliers, les espaces associatifs, et laisser la vie commerciale se faire ici, dans les rues. » Elle cligne des yeux. « Tu plaisantes ? Non. Ça te coûte combien ? Beaucoup. » Il ne cherche pas à embellir. « Mais ça m'aurait coûté plus de te voir fermer ce café un jour à cause de moi. » Elle reste un moment sans voix. « Ce n'est pas pour moi que tu fais ça, » finit-elle par dire. « Si. » Il sourit. « Et pour moi. J'ai besoin de pouvoir me regarder dans la glace. Et Emma aussi, » ajoute-t-il. « Je veux qu'elle sache que son père n'est pas seulement quelqu'un qui signe des deals juteux, mais quelqu'un qui sait renoncer quand il le faut. » Clara le regarde longtemps. « Et ton conseil d'administration ?» Il a râlé. « Et tu as tenu bon ?»« J'ai été tenace, » répond-il en reprenant le mot qui lui vient souvent de la bouche de sa sœur. Un demi-sourire passe sur le visage de Clara. « Tu le fais aussi pour ton père, non ? Un peu. Il a donné sa vie pour cette usine, » conclut-elle. « C'est bien que toi, tu lui donnes une deuxième vie utile. » Elle baisse la voix. « Sans vendre ton âme au passage. » Un silence doux s'installe. « Je suis désolé pour l'autre jour, » dit-il finalement. « Pour les mails, le cabinet, tout ça, je n'ai pas assez surveillé. J'ai laissé des gens agir en mon nom sans vérifier. Et c'est toi qui as pris les éclats. » Elle secoue la tête. « J'exagère facilement quand j'ai peur. Et j'ai eu très peur. De te perdre ?» La question lui échappe. Elle prend une inspiration. « De perdre ma place, oui. Et toi, avec. » C'est la première fois qu'elle l'admet à voix haute. « Tu as réussi à me faire croire que je pouvais encore. » Elle cherche. Croire que revenir vers toi ne voulait pas dire renoncer à moi. Les mots tremblent un peu. Et quand j'ai vu ces lettres, ces mails, j'ai eu l'impression que l'histoire se répétait. Le mec qui décide sans prévenir, moi qui ramasse les morceaux. Julien baisse les yeux. « Je ne veux pas être ce mec-là pour toi, » dit-il doucement, « ni pour personne d'autre, d'ailleurs. » Il relève la tête. « Je ne peux pas promettre que je ne ferai plus d'erreurs. Je peux juste promettre que je les regarderai en face. Et que je viendrai te voir avant qu'elle te tombe dessus. » Elle rit doucement. « On dirait un début de contrat.
On a besoin de contrat, toi et moi, croit-il bon d'ajouter. On a besoin de confiance, corrige TL. Elle le regarde dans les yeux. Je suis prête à en redonner un peu. Son cœur fait un bond. Un peu? Ne sois pas gourmand, sourit-elle. On commence par... Elle hésite. Par quoi? Par arrêter de faire semblant qu'on ne tient pas l'un à l'autre. Lâcheté, elle enfin. Leur regard se trouve, plein de cette tendresse qui n'a jamais vraiment disparu. Je tiens à toi, dit-il. Pas de grande déclaration. Juste ça. Depuis longtemps. Moi aussi, avoue-t-elle. Mais on va faire ça lentement. D'accord. Lentement et en vérité. D'accord. Ils restent là, à quelques centimètres l'un de l'autre. Tu sais que Louis et Emma ont déjà décidé qu'on devait se marier, glissait elle. Quoi? Ils ont parlé de famille recomposée dimanche, quand ils jouaient au Playmobil. Ils vont un peu vite, non? Ils ont de qui tenir. Ils rient. On ne leur promet rien, dit-elle. À part qu'on va essayer de ne pas reproduire les mêmes bêtises qu'avant. Je peux signer ça, répond-il. Il hésite, puis pose doucement sa main sur la sienne. Elle ne la retire pas. La clochette tinte encore. Maman, Louis débarque en courant. On peut aller acheter des bonbons avec Emma? Après le goûter, répond Clara machinalement. Et si on faisait le goûter ici? Propose Julien. J'ai entendu parler d'une tarte poire-chocolat incroyablement bonne. Elle est presque finie, prévient Clara. Alors il faut se dépêcher, conclut-il. Ils rejoignent les enfants. Les minutes suivantes ressemblent à un petit chaos heureux. Des miettes de tarte, des éclats de rire, des débats sur qui a la meilleure note en dictée. Julien et Clara se regardent parfois au-dessus des têtes. Il n'y a pas de promesses spectaculaires, pas de grands serments, juste cette décision silencieuse. Essayez. Les mois passent. L'usine Armand commence sa métamorphose. Le chantier s'ouvre, échafaudage, bruit de marteau, engin. Certaines parties sont déjà esquissées, un jardin partagé, une façade vitrée, un vieux mur préservé avec les lettres Armande, Fils. Julien passe souvent devant avec Emma et Louis. « C'est ici que tu travaillais, papy ?» demande Louis à chaque fois. « Non, c'est ici que ton presque beau-père va te faire une salle de jeu géante, » répond Emma. « On n'a dit pas ce mot-là, » la reprend Julien, en jetant un regard à Clara. Elle lui donne un coup de coude. « On laisse les enfants inventer leurs mots, » dit-elle. Ça les aide à comprendre que les choses peuvent changer de forme. Julien partage désormais son temps entre Angers et Paris. Il a installé son bureau principal dans une petite pièce au-dessus de l'usine, provisoirement chauffée au radiateur électrique. Il s'y sent plus à sa place que dans les tours de la Défense. Clara, elle, continue de faire vivre le café. La clientèle a même un peu augmenté depuis les réunions publiques. Tu vois, plaisante TL, tu m'as fait une pub d'enfer. Venez voir la femme qui a engueulé un PDG devant tout le monde. Ça attire les curieux. Et certains restent pour les livres. Un soir, alors qu'ils rangent le café ensemble, Clara s'arrête. Tu te souviens de ce qu'on s'était dit quand on avait 10 à 7 ans? On a dit beaucoup de bêtises, répond-il. Entre deux bêtises, on avait dit un truc pas si idiot. Elle sourit. Quoi? Qu'on ne voulait pas une vie parfaite. On voulait une vie où on se sent vivant. Il réfléchit, se souvient. Oui, je me rappelle même qu'on avait écrit ça sur un carnet moche, ajoute-t-elle. Vivre vraiment, même si ça fait mal. Tu vois? Tu exagérais déjà, se moque-t-elle. Il rit. Tu te sens vivant là? Demande-t-elle. Il regarde autour de lui. Les tables, les livres, le comptoir usé, les dessins d'Emma et Louis punaisés au mur, le carton de légumes pour la soupe du lendemain, les clés de la clinique sur le porte-manteau, qu'il doit encore passer voir, les SMS de sa sœur sur la rééducation de leur père. Il la regarde elle, ses mains un peu abîmées, ses yeux fatigués, son sourire. Oui, répond-il simplement. Même les jours où j'ai peur, surtout ces jours-là, peut être. Elle lui prend la main. Moi aussi. Ils n'ont pas effacé le passé. Ils n'ont pas réparé leurs 10 à 7 ans. Ils ont ajouté une nouvelle couche par-dessus, plus solide, plus réaliste, avec des excuses, des renoncements,
des décisions qui coûtent, des enfants qui se mêlent de tout, des parents à accompagner, des factures à payer, des doutes qui reviennent, mais aussi avec des cafés du matin levés trop tôt, des soirées à refaire le monde sur la banquette après la fermeture, des premiers week-ends à 4 à la mer, des « je t'aime » murmurés sans drame. Un jour, alors qu'il regarde Emma et Louis jouer ensemble sur les bords de Maine, Julien se dit « Je suis revenu dans ma ville natale pour sauver une usine. J'y ai trouvé mon père diminué, une sœur épuisée, des souvenirs douloureux, et l'amour que j'avais rangé au fond d'un tiroir. » Clara s'approche, se glisse à côté de lui. « À quoi tu penses ? À nous. C'est vaste. À ce qu'on était, à ce qu'on est. Et à ce qu'on sera ? Je ne sais pas encore. » Il sourit. « Mais pour une fois, ça ne me fait pas peur de ne pas avoir de plan. » Elle pose sa tête sur son épaule. « Ça tombe bien. Parce que moi, j'ai arrêté de planifier ma vie le jour où j'ai compris que les plans ne tiennent jamais tout à fait. » Les enfants crient plus loin. « Regarde, maman! Papa !» Ils se tournent. Emma et Louis tendent les bras vers eux, les cheveux en bataille, les joues rouges. « On fait une photo. »« Une photo de quoi ?» demande Clara, amusée. « De nous 4, répond Emma. « Comme ça, quand on sera vieux, on se rappellera qu'on était beaux, ajoute Louis. Julien sort son téléphone, le tend à un passant. « Vous pouvez ?»« Bien sûr. » Ils se serrent tous les 4. Clara sent le bras de Julien autour d'elle, la main d'Emma qui tient la sienne, l'épaule de Louis contre son flanc. Le flash claque. La photo n'est pas parfaite. Emma cligne d'un œil. Louis tire la langue. Julien a un peu les cheveux en bataille. Clara rit à moitié. Mais quand elle la regarde le soir dans son lit, lumière éteinte, écran du téléphone éclairant à peine la pièce, elle se dit « Voilà, l'amour oublié est revenu. Pas comme avant, pas comme un rêve à 10, à 7 ans, comme quelque chose de plus solide, de plus doux, de plus ancré, quelque chose qui a appris à tenir dans un café de quartier, dans une usine réhabilitée, dans 2 cartables, dans un cœur un peu cabossé. Et ça, elle se le promet. Cette fois, ils ne le laisseront plus filer sans se battre.